Bonjour! Cela fait depuis bien des lustres que nous n'avons pas parlé d'un bouquin, et en plus, ce bouquin que je vais vous analyser, vous faire le résumé, en tout cas en vous prenant certains passages et en vous faisant certains commentaires, je vais tenter ici de vous parler du bouquin de Vérité et Avenir, ou communément appelé aussi Phénotics Evolution. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à regarder les 6 lives que nous avions fait sur cette chaîne YouTube, et donc il va vous expliquer en gros brièvement, parce qu'on a parlé évidemment d'autres sujets, de son bouquin. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce bouquin qui m'a pris évidemment beaucoup de temps à faire, et pour ceux qui seraient peut-être déçus du fait que mon volume de vidéos n'est peut-être plus le même qu'auparavant, j'essaye de privilégier la qualité aujourd'hui à la quantité. C'est quand même plus important, même si on vit dans une société où malheureusement c'est plus la quantité qui prime sur la qualité, ce qui est vraiment dommage. Et alors, ce bouquin de la guerre ouverte contre les peuples, c'était un bouquin à l'époque que j'ai pu lire et que vous pouvez retrouver notamment toute ma lecture sur ma chaîne YouTube, mais en fait j'avais lu l'ancien format, l'ancienne version. C'est pour cela que tout ce qui est relatif notamment euh, à cette version-ci a été donc, il y a certaines choses qui ont été améliorées, modifiées, et c'est pour cela que je préférais vous faire l'analyse et le résumé sur ce bouquin, sur cette version-ci, que sur l'autre version qui était encore incomplète. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, comme à chaque PowerPoint, on pourrait se dire, il y a une rubrique ici, la santé, il y a le numéro de la page en question, une citation et puis le commentaire que je vais vous faire. Alors ici, la citation c'est plus récemment, en février 2024, une étude publiée dans le British Medical Journal prouve qu'une consommation importante d'aliments ultra transformés est systématiquement associée à un risque accru de 32 problèmes de santé. Alors là, on pourrait se dire, ouais, c'est un truc de dingue. Donc, en gros, ne consommez pas ce genre d'aliments. Puis ensuite, nous avons ici, dans le même sujet, dans la même rubrique, la santé et le social. Alors, je cite, c'est l'interaction avec, ça c'est page 9, c'est l'interaction avec le monde extérieur, tant physique que social, qui permet le développement harmonieux du cerveau. Mais en fait, c'est ce que les gauchistes essayent de faire, de nous enfermer dans cette cage à poules pour nous détruire à petit feu. Puis alors, nous avons un autre sujet ici, parce que, comme j'ai déjà dit, ce qui est assez compliqué avec ce bouquin, c'est qu'il aborde plein de sujets différents, très variés, très denses, parce que c'est quand même un bouquin qui fait quasiment 600 pages, donc c'est assez dense, et donc c'est assez compliqué, hein. Donc ici, alors nous allons parler de l'héritage, ce que les gauchistes n'aiment pas trop. Page 10, je cite, depuis notre tendre enfance, nous avons un double héritage, celui qui est génétique et l'autre, plus commun, de l'ordre culturel. Et donc, chez les gauchistes, notamment chez le sociologue Pierre Bourdieu, il y a notamment cette histoire aussi de capital culturel, donc notamment ils font fi en fait, et là j'ai fait une faute d'orthographe parce que normalement il y a le passé simple de faire qui est fi, et fi, donc ça c'est faire abstraction en fait, faire fi de quelque chose. Euh, donc j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas avec un T. Mais bon, vous savez, c'est tellement complexe, c'est tellement dense le travail que ça peut arriver de faire des fautes d'orthographe. Euh, Les ancêtres ont légué aussi un patrimoine génétique, pas seulement culturel, et aussi traditionnel. Et donc aussi, il y a aussi l'héritage, si je puis dire, gauchiste scolaire. Puisque notamment à la page 11, il est dit Jules Ferry indiqua que les enseignants qui outrageraient les croyances religieuses de n'importe qui seraient durement sanctionnés. On ne sait pas comment ils seraient sanctionnés, mais ils seraient sanctionnés. Cette notion se trouve à présent balayée, rien que par l'exemple des cours d'éducation à la sexualité. Moi, mon commentaire, c'est qu'en gros, cette éducation dite nationale qui essaye d'imposer des choses, euh, mais en gros, c'est tout sauf inclusif, hein, avec toutes les croyances des autres. Et aujourd'hui, nous avons tous les lobbies LGBTistes qui lavent les cerveaux de nos enfants. Et puis, dans cet aspect héritage, nous avons l'héritage religieux, je pourrais dire altruiste, versus l'ignominie anti-altruiste des gauchistes.
À la page 12, je cite, les religions favorisaient l'altruisme, c'est-à-dire le sacrifice d'une partie de ce que l'on possède pour faire preuve de solidarité envers sa communauté. Sur ce même modèle, le socialisme s'est persuadé qu'il devait sacrifier les intérêts des Français, communauté réduite au pays, pour les remplacer par les intérêts collectifs de la communauté globale. Alors ici, je ne suis pas du tout d'accord pour moi, car les gauchistes, en fait, ils remplacent les intérêts plutôt des Français par les intérêts des chances, des pépites, si certains pourraient les appeler comme ça, alors que plutôt la religion catholique traditionnaliste, je ne parle pas des modernistes, la version dégénérée moderniste, favorisait donc d'abord les Européens avant les extra-européens. Et c'est cet altruisme religieux qui a permis à l'Europe d'éviter ce métissage depuis notamment des millénaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que le patrimoine génétique européen, même s'il y a eu quelques modifications, mais minimes, il n'y a pas eu énormément. Il y a eu des... En fait, le patrimoine génétique européen n'a pas bougé, et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, notamment, vous pouvez voir dans mes enquêtes. Je, je vous renvoie à une de mes enquêtes, je vais vous la mettre en description si vous le voulez bien. Et dans cette vidéo, enfin dans cette source en question, j'avais vu que depuis 3000 à 4000 ans, le patrimoine génétique européen n'a pas bougé, ou quasiment pas. Et donc les gauchistes, le mythe que l'Europe a toujours été une terre d'immigration, c'est du pipeau, c'est totalement faux. Et donc, et l'altruisme, c'est un peu comme les globules blancs, si vous voulez. Et puis, nous passons à un autre sujet, la politique gauchiste, une politique de pute. Voilà, je suis vulgaire, mais bon, ça commence aussi à me taper sur les tympans aussi. Donc, à la page 18, je cite, il faut m'expliquer comment dans un pays qui, selon leurs propos, a un racisme systémique, des associations favorisant les migrants et les discours dans ce sens arrivent à se créer, puis à prendre des centaines de millions d'euros chaque année. M'éclairer aussi sur le nombre d'entreprises qui pullulent dans les villes avec des restaurants, coiffeurs, épiciers, bouchers, etc., qui sont tenus par des Français d'origine africaine et proposent des services africains. Bon, en gros, en résumé, ça se passe de commentaires. Et là, je n'attaque pas les patrons de droite. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les gens, ils pourraient dire, oui, mais les patrons, c'est forcément de droite. Non, il y a des patrons tout à fait gauchistes et extrêmement gauchistes. Et donc, je parle là des patrons gauchistes. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Que je n'ai pas dit. Les patrons gauchistes, c'est pute. Voilà, je suis très vulgaire, mais à un moment donné, ça m'énerve aussi à un point pas possible. Je cite, ce ne sont donc pas les profils étrangers qui dérangent les patrons gauchistes, mais bien les lieux de provenance de ces derniers. Commentaire. Et donc, en gros, c'est sûrement au niveau de la différence de salaire entre les pays extra-européens aussi. C'est peut-être dû à ça. Ah, maintenant, nous allons passer au sujet que les gens apprécient souvent, que ça les intéresse, les francs-maçons anticléricaux. Ah, on n'en avait plus parlé depuis longtemps de ces gens-là. Je cite à la page 23. Le président du Conseil, Émile Combes, peut annoncer l'anticléricalisme est l'œuvre la plus considérable et la plus importante pour l'émancipation de l'esprit humain. Avec la dispersion des congrégations, beaucoup d'écoles libres disparaissent. Et donc, en gros, on pourrait dire que bref, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dans une société majoritairement sans référendum, même plus sans référendum, il n'y en a plus aucun. Bref, c'est une démocratie maçonnique, ou je pourrais dire un système représentatif maçonnique. Et puis alors, au prochain point, nous avons la neutralité selon les gauchistes. Page 23. À l'automne 1882, une question très concrète stimule l'opposition. L'enseignement religieux ayant été remplacé par l'instruction civique et morale, de nombreux manuels sont publiés, dont plusieurs apparaissent aux catholiques comme ne respectant pas le pacte de neutralité. Et en fait, pourrait se dire en fait que c'était vraiment similaire à ce qui s'est passé avec la chasse aux sorcières à l'époque. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait les gauchistes à Bolloré. Bolloré qui est un mec de droite qui est vraiment, voilà, qui a contribué, qui a utilisé son argent pour faire le bien, en fait. Qui a utilisé l'argent pour créer CNews. Euh, en fait, il a vraiment, et aussi d'autres groupes, enfin,
c'est son groupe Bolloré qui a permis de développer certains pans des médias de droite. Et donc, oui, en fait, ce que ces gauchistes nous expliquent, oui, que il n'y a pas de respect, enfin, de la neutralité, notamment au niveau de l'État, des fois, avec la religion catholique. Mais par contre, dans leur manuel maçonnique républicain, on pourrait aussi en parler au-dessus du sujet du métissage. Donc voici un site que je vous mets, qui est assez intéressant, je vous mets le lien ici. Voilà, qui parle de cette histoire de métissage au niveau de l'État, qui est assez... C'est un truc assez effarant quand on y pense. Parce que l'État n'est pas du tout neutre. Alors ici, nous avons la neutralité, la dite neutralité à l'embauche, à la page 26. Je cite, dans un rapport du Sénat numéro 673, enregistré le 3 juin 2021, l'idée d'une discrimination sur la génétique refait surface. Mais à plus long terme, il est probable que émergent des technologies prédictives. Soulevant des questions bien plus difficiles encore, un employeur pourra-t-il refuser de recruter quelqu'un au motif que celui-ci pourrait un jour faire courir un risque sanitaire aux autres employés, non seulement en raison de ses prédispositions, une comorbidité, un gène spécifique, etc., mais aussi du fait de sa personnalité ou de ses comportements, parce qu'il y a un cercle social élargi, qu'il fréquente certains lieux, etc. Et moi, ça me fait penser au film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, de Minority Report, où potentiellement à l'avenir, cette IA pourra voir si tel ou tel individu pourra faire peser un danger sur la société. Ici, nous avons à la page 27, je cite, il sort en 1927 l'ouvrage Les hommes de génie, détaillant ses observations fondamentales afin de démontrer que les sujets possédant un même type physique ont des chances d'avoir un caractère analogue et que les maladies mentales ne sont que l'exagération des caractères normaux. Il y valorise le mélange des races et le métissage. Et ensuite, la propagande de métissage, en fait, on se rend compte qu'elle était déjà à l'époque. Pour autant, ce n'était pas du tout le contexte de l'époque. C'est ça qui est quand même assez étrange. Et puis, nous allons parler maintenant des organisations internationales. Donc, à la page 28, je cite, l'UNESCO décide dès lors de promouvoir les récits insistant sur l'évolution de la civilisation vers l'unité, la collaboration internationale croissante, déjà en 1947. Bref, nous avons déjà un programme scolaire mis en place par l'UNESCO et on pourrait se dire qu'on pourrait se diriger vers une gouvernance mondiale gauchiste. De toute façon, c'est pas de l'ordre du complotisme, puisque les gauchistes, depuis le communisme, veulent faire une révolution internationaliste. C'est pas un truc caché. Puis alors, nous avons George Soros et notamment la franc-maçonnerie, je cite, à la page 31, George Soros, qui après avoir fui la guerre, émira en Grande-Bretagne, où il devint élève de la London School of Economics, université fondée en 1895 par 4 membres de la Fabian Society qui étaient convaincus que les sciences sociales portaient en elles les solutions aux problèmes contemporains. En 1969, Soros est un des membres fondateurs de Double Eagle Hedge Fund. Et donc, la société Fabienne, si vous ne le saviez pas, au Royaume-Uni, était la société à l'origine qui fut celle qui a créé le Parti travailliste, donc gauchiste. Et donc, ça, parce que là, il parlait aussi de tout ce qui était la sociologie, sciences sociales. Et donc, cette société, avec ce parti travailliste, a pollué la sociologie. C'est pour cela qu'elle n'est pas de nature de droite, la sociologie. Et que lorsqu'on parle dans cette citation du double aigle, double eagle, comme les Anglais disent, ça me fait passer au grade maçonnique du chevalier Kadosh. On pourrait se demander si la Fabian Society ne serait pas liée de près ou de loin à la franc-maçonnerie, quand on sait que beaucoup de gens de gauche, une grosse majorité des gens de gauche, sont francs-maçons, de près ou de loin. Euh, Ceux qui sont véritablement de gauche, pas ceux qu'on nomme de gauche. Parce qu'il y a aussi des gens qu'on nomme de droite, mais qui ne sont pas de droite, et en fait qui sont de gauche. Enfin, c'est très compliqué. À la page 32, je cite, quelles sont les valeurs partagées de la société? En fait, Soros, il ne comprend pas que la société ne se base pas seulement sur des valeurs pour exister.
C'est bien plus que cela. L'Open Society, c'est imposer des valeurs à des pays qui n'en veulent pas. Et puis alors, nous allons parler de ce réseautage de l'Open Society à la page 34. Je cite, de retour sur notre territoire français, le 16 juin 2020, dans la question numéro 30 412, M. José Evrard attire l'attention de Mme la garde des Sceaux sur le fait que 30 juges ayant siégé entre 2009 et 2019 s'avérèrent être liés à différents niveaux à l'Open Society Foundations, c'est-à-dire au réseau de fondations appartenant au milliardaire George Soros. Plus grave, le SEDJ constate que dans 185 affaires, l'Open Society ou l'une de ses affiliées s'est trouvée impliquée dans la procédure, ce qui met en cause l'indépendance de la Cour et l'impartialité des juges. Et pour le moins sème un doute quant à la validité des décisions de la Cour. Ainsi en est-il de plusieurs affaires mentionnées dans le rapport. L'Autriche, la Grèce et l'Italie sont forcées de légaliser les unions homosexuelles, la Pologne est sommée de favoriser le droit à l'avortement, la France est contrainte d'autoriser le changement de sexe dans un texte. La Hongrie doit abolir la prison à vie, la Russie est sanctionnée pour avoir condamné des activistes féministes, l'Autriche doit légaliser l'adoption par les couples homosexuels, l'application de la charia en Grèce est validée. Et donc, ce n'est pas du tout clair cette histoire concernant la Cour de justice de l'Union européenne, où même des juges français ont une influence sur les autres pays de l'Union européenne, notamment grâce à l'Open Society. Et puis alors, nous avons à la page 35, Soros, dans la tribune Rebuilding the Asylum System, propose un plan global en 6 composantes où en priorité il veut un quota minimum d'1 million de réfugiés par an, exigeant de l'UE qu'elle fournisse 15 000 euros par demandeur d'asile pendant chacun des 2 premières années pour couvrir les frais de logement, de soins de santé et d'éducation. Et donc ici, il y a Soros qui nous impose 1 million d'étrangers par an, en plus de 15 000 euros pendant 2 ans, ce qui fait, j'ai calculé, 60 milliards. C'est quand même pas mal. Bon, bref, cette immigration est une immigration de chance, une opportunité surtout d'être ruiné. Et puis alors, cette immigration qui est totalitaire, on peut s'en rendre compte à la page 36. Je cite, s'y ajoute la fondation du Grand Orient de France. Voilà, parce que c'est par la suite, en fait, ça c'est la suite de cette histoire de George Soros. Ici, il est fait mention du soutien à Utopia 56, qui est une association immigrationniste, et à des associations aussi pro-migrantes, autres, et ce sont de nouveau des francs-maçons qui ont financé le truc. Voilà. Et puis alors, à la page 38, je cite, pourquoi la République n'est plus fédératrice? euh, C'était en parlant du communautarisme. En fait, la République n'a jamais été fédératrice, avec leurs pseudo-valeurs à la con. Et donc, à la page 44, je cite, le docteur Pierre Simon, 2 fois grand maître de la Grande Loge nationale de France, écrivait un ouvrage intitulé De la vie avant toute chose. Avec la pilule, on dispose d'une vie sexuelle normale sans procréation. Avec l'insémination artificielle, la procréation va se dérouler sans acte sexuel. La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. Et plus loin d'ajouter, la vie ne sera plus l'œuvre de Dieu, mais plus que jamais une production humaine. À nouveau, un franc-maçon qui se prend pour Dieu. Et en plus de cela, il fut grand maître 2 fois, donc c'est pas non plus un petit franc-maçon. Donc il a un poids quand même très fort au niveau de la franc-maçonnerie. Et puis, à la page 45, je cite, la justice conclut que la parution de l'article symbolise à la fois l'inceste et la pédophilie et invite le lecteur à considérer qu'il s'agit d'un acte normal d'éducation d'un père envers sa fillette. Il tente à présenter ce père odieux comme un modèle parvenu à se libérer par la transgression de tabous ancestraux d'un obscurantisme moral retardataire. Et là, en gros, c'est la pédocriminalité qui est textuellement dans Libération, dans ce journal de gauche, très très à gauche. Et ce sont de nouveau les juges rouges et les francs-maçons, et même des fois des juges rouges pour la plupart et francs-maçons, qui sont ici en action.
Et puis, nous avons ici à la page 47, je cite, dans son cabinet, Sandrine Francischi raconte ainsi avoir reçu des jeunes tout mignons de 10 à 12 ans qui parlent de gangbang ou me disent qu'ils veulent être polyamoureux. Ce sont quand même des points qui nécessitent de se connaître et par définition à cet âge-là, ils ne se connaissent pas encore. Et moi, mon commentaire, c'est de dire, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas eu une influence des travaux de Kinsey, qui était un malade mental, qui était un pédocriminel, sur les interactions notamment sociales des jeunes, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis alors, à la page 50 et 51, je cite, Bill Gates et Steve Jobs interdisaient l'usage du smartphone en dessous d'un certain âge et le temps d'écran. Bref, c'est de nouveau cette hypocrisie gauchiste dans toute sa splendeur. Et puis alors, à la page 52, je cite Margaret Higgins Sanger, en complément de son militantisme pour la contraception et la liberté d'expression, voulait favoriser un eugénisme par le contrôle des naissances. Bref, c'est nouveau, ces gauchistes qui veulent favoriser la liberté d'expression, comme Soros avec son Open Society. Ce sont toujours ces beaux idéaux pour déstabiliser au maximum les mœurs. Et puis alors, nous avons la page 53, je cite, à l'origine du projet, une proposition de loi de partenariat civil enregistrée, déposée au Sénat par Jean-Luc Mélenchon en 1989, fraîchement franc-maçon Grand Orient de France depuis 1983, qui restera sans suite. De nouveau, un franc-maçon qui fait de nouveau passer des lois avec les homosexuels. C'est quand même un franc-maçon, c'est pas n'importe qui, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. À la page 53, je cite. Alors je sais que ma voix elle est un peu compliquée, j'espère que vous me comprenez encore bien. Ma voix est un peu chancelante. Je cite, à la page 53, en 2016, Patrick Bloch approuvait son manque de compassion envers les chrétiens, interrogé par la députée Véronique Besse sur les paroles d'un chanteur de Hellfest, du Hellfest, qui a encouragé à pisser sur le Christ, à tuer les prêtres. Ce président de la commission s'était refusé à répondre à la question en évinçant tout sourire, rappelant que la création artistique est libre. Et donc, on peut de nouveau se dire, tout comme George Soros et Margaret Sanger, qui étaient tous les deux favorables, soi-disant, à la liberté d'expression eux aussi, et ce député PS qui était favorable à la loi sur l'homosexualité, et lui, il utilise aussi la liberté d'expression pour appeler au meurtre. Bref, la violence de gauche ne date pas d'hier. Et puis alors, ici, ah ouais, j'ai oublié de mettre la page. Mais de toute façon, c'est après l'ancienne page. Alors, je cite dans le bouquin, il est dit, vous avez certainement entendu parler de l'écriture inclusive, saccage de plus pour notre langue de Molière, promotionné pour lutter contre les stéréotypes sexistes. Alors là, mon commentaire, c'est de dire que comme si cette écriture inclusive allait arrêter le sexisme. On a eu cette histoire avec la ville de Pantin qui est devenue Pantine. Enfin, c'est complètement stupide, mais bon, voilà. Marat disait, c'était le révolutionnaire qui disait mort pour les ennemis de la liberté. On pourrait se poser la question de quel type de liberté s'agit-il ici? Et puis alors, à la page 61, je cite, le planning familial utilise désormais des termes comme personnes menstruées ou personnes qui ont un utérus pour définir les femmes. Bon, bref, quand on pense au planning ou à la planification, on pense directement à l'économie sous le communisme. Nous avons en plus le ministère de la Vérité avec notamment le changement du sens des mots. Puis alors, à la page 63, je cite, depuis la dernière guerre mondiale, nous avons fait de gros efforts pour infiltrer les diverses organisations sociales à travers le pays. Nous avons mené une attaque utile contre un certain nombre de professions. Les deux plus aisées sont naturellement l'enseignement et l'Église. Là, on parle ici de la clinique Tavistock, a notamment infiltré, mais c'est un truc gauchiste, hein, a infiltré l'enseignement et l'Église en 1989, et notamment c'est ceux-ci qui distribuaient des bloqueurs de puberté. Et puis alors à la page 66, je cite, Lewin était particulièrement soucieux d'améliorer l'estime de soi des minorités et des groupes minoritaires, pour les aider à rechercher l'indépendance, l'égalité et la coopération par la recherche-action et d'autres moyens. Lewin, en 1946, il voulait que les groupes minoritaires surmontent les forces de l'exploitation et de la colonisation. Passer de l'étude du comportement à l'ingénierie de son changement, en inventant l'entraînement à la sensibilité pour rendre les gens plus conscients de l'effet
qu'ils ont sur les autres, ressenti comme le début du politiquement correct. Et bref, ici, on pourrait se dire, est-ce que cet institut Tavistock a la même influence en tant qu'organisme privé que la Société Fabienne? À la page 67, je cite, le groupe a fondé le Tavistock Institute of Human Relations en 1947 avec Trist comme vice-président et Tommy Wilson comme président grâce à une subvention de la Fondation Rockefeller en février 1946. Et donc là, on pourrait se dire que la Fondation Rockefeller, qui fut notamment impliquée dans l'affaire Kinsey et aussi le FBI, et maintenant encore ces Rockefeller, pourquoi sont-ils toujours dans les mauvais coups? Et puis à la page 74, je cite, Attali se lance dans une projection sur la possible fin du Parti communiste chinois si le pays ne réussit pas alors à maintenir son utilité, comme on ne peut l'exclure, il participerait au mouvement général de déconstruction des nations. Et donc ici, on pourrait se dire que comme Soros, qui parlait notamment aussi de Xi Jinping, est celui qui, selon lui, empêche la société ouverte, ici Attali parle de la perte d'unité aussi symbolisée par Xi Jinping. Bref, même entre les gauchistes, ils se tapent dessus. Page 76, je cite Raymond Fosdick, ancien étudiant de Wilson à Princeton et membre du conseil d'administration de la Fondation Rockefeller. Il en deviendra le président. Il dirigeait aussi la commission on Training Camp Activity. Et ici, de nouveau, c'est la Fondation Rockefeller, avec ici ce concept de manipulation de la colère. Et puis alors, à la page 93, je cite, Or si les sociétés se veulent démocratiques, les citoyens se doivent d'être informés des tentatives de manipulation, notamment via les médias de masse, dont ils font l'objet. L'usage même du neuromarketing devrait donc être soumis à un large débat public et démocratique plutôt que d'être utilisé en catimini par de grands groupes industriels et commerciaux dans le but d'accroître leurs profits en réduisant la liberté de choix des consommateurs. En démocratie, l'opinion publique peut être manipulée par les autorités qui imposent leur imaginaire, leurs codes, leurs priorités, leur sens de l'histoire. Elles estiment qu'une minorité d'hommes intelligents et responsables doit diriger la masse d'incapables de juger correctement les affaires publiques car elle est dirigée par des forces irrationnelles, inconscientes, des pulsions animales. Et puis alors, on pourrait se dire en fait que cette dite manipulation des masses, notamment ici dans les dictatures, sauf qu'ici, voilà, c'est beaucoup plus vicieux et il n'y a aucune démocratie. Nul ne peut être, soi-disant, nul ne peut être inquiété pour ses opinions à part l'Église depuis la Révolution française, qui est pourtant considérée comme un lobby, notamment par les gauchistes. Alors on n'y comprend plus rien. À la page 101, je cite, enchaînera avec le mythe de la pauvreté comme cause de la violence. C'est toujours cette idée du jusqu'au boutiste, merde, les chiffres prouvent de mauvais comportements des étrangers, vite leur trouver une excuse, sans comparer ce phénomène à l'isolement, des campagnes au manque d'infrastructures dans ces villages français et omettant les données prouvant que malgré cette pauvreté dans ces lieux, la violence ne grimpe pas en flèche comme dans les quartiers gavés de subventions et remplis d'associations. Le 17 novembre 2022, Aude Favre revient sur cette partie du Discord. Et puis alors, on pourrait se dire qu'en gros, il y a d'autres causes à l'insécurité que de l'ordre culturel, comme les gauchistes le disent toujours. Je cite à la page 106, l'image de la télévision, à l'inverse du cinéma, pénètre chez nous dans notre intériorité, dans notre espace cellulaire familial, tel un viol, un néocolonialisme, l'espace-temps de toute la famille se retrouve généralement rivé au poste de télé qui devient le point d'ancrage des structures sociales sur tous les plans, organisation de l'appartement, du mobilier, des repas, de la convivialité, des échanges. Bref, c'est le début de tous les totalitarismes. Et puis alors, nous avons la page 109, je cite, l'élection de François Mitterrand, peu avant la campagne présidentielle de 1988, le visage du candidat et président sortant François Mitterrand sera apparu discrètement dans le générique du journal de la chaîne Antenne 2, devenu France 2, les images furent rapidement retirées et le procès intenté pour manipulation électorale fut perdu, car l'image durait plus d'un vingtième de seconde, ce qui excluait la qualification de subliminal. L'affaire avait été révélée par Jean Montaldo. Évidemment, quand ça ne va pas dans le sens des gauchistes. Et puis alors, à la page 118, je cite
Mark Bernays Randolph est le cofondateur de Netflix. Il quittera l'entreprise en 2003. Il est l'arrière-petit-neveu de Sigmund Freud et d'Edward Bernays par la branche paternelle. Bref, tout se regroupe. Et puis alors la page 120, je cite, le temple satanique, une organisation prenant entre autres la séparation de l'Église et de l'État, ainsi que le droit à l'avortement. Et donc en gros, on pourrait dire que bref, Netflix, en plus d'être gauchiste, est sataniste, notamment avec cette histoire de documentaire. À la page 121, je cite, à l'heure où je vous écris ces lignes, des statues sont détruites à travers le monde car elles sont le symbole du colonialisme. Des manifestations ont lieu sur toute la planète sous le slogan Black Lives Matter. Mais personne ne se soulève contre le satanisme, contre ces statues qui glorifient Satan. Bref, tout est dit. Page 131, je cite, ce n'est pas à quel point il est facile de tromper le public, mais à quel point le public aime être trompé, pour autant qu'il soit diverti. On va dire que bref, rendre stupide et donc de facto perdre la jugeote par la même occasion. À la page 133, je cite, ou encore ce court extrait qui rejoint une des analyses déjà évoquées. La qualité de l'éducation donnée à la classe inférieure doit être de la plus mauvaise qualité, de sorte que le fossé d'ignorance qui isole la classe inférieure de la classe supérieure soit et reste incompréhensible pour la classe inférieure. Avec un tel handicap initial, même les individus brillants des classes inférieures ont peu ou pas d'espoir de s'extirper du sort qui leur est assigné dans la vie. On pourrait dire que bref, et quand les gauchistes nous parlent en plus de réduire les inégalités, quelle absurdité. À page 140. En parlant de Sacha Fierce, je cite, j'ai créé un alter ego. On pourrait se dire qu'en gros, on a pu le voir notamment sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, voilà, c'est ce genre de dissociation avec un alter ego, et donc est peut-être le signe qu'il y a eu peut-être des traumatismes dans l'enfance de la chanteuse Beyoncé. Donc ce n'est pas la première fois que l'on entend ça dans le monde des stars. À la page 147, je cite, les scientifiques montrent que l'homme est devenu capable de modifier certains aspects de son environnement à une vitesse qui dépasse celle des grandes forces géologiques et parfois avec de petits moyens, par exemple les effets des frayons sur la couche d'ozone. Durant la guerre froide, utiliser des modifications de l'environnement comme une arme possible devint un enjeu important pour les deux superpuissances et certains think tanks. Donc on pourrait dire, et ça je ne suis pas d'accord, mais voilà, parce que selon moi, l'impact de l'être humain est significatif, notamment les industries. L'explication des chemtrails, selon moi, est trop simple et ça est trop simpliste pour expliquer notamment un problème qui est beaucoup plus complexe. À la page 164, je cite, les experts sont unanimes pour prédire que la poursuite des tendances observées et des politiques agricoles en place rendrait insoutenable à terme le système de production agricole. Et donc, on pourrait dire par conséquent, il faudrait mettre des politiques agricoles locales, mais pour les gauchistes, de nouveau, c'est fasciste. À la page 168, je cite, concernant les problèmes liés à la prostate, les niveaux d'exposition observés sont toutefois généralement bas, souligne l'IARC, pour ce qui est des risques cancérigènes du glyphosate et des insecticides malathion et diazino, l'IARC note qu'il existe des preuves limitées chez l'homme en ce qui concerne les lymphomes non hodgkiniens, des cancers du sang. L'IARC cite également le cancer de la prostate pour le malathion. On pourrait dire que c'est dû aux pesticides. À la page 186, je cite, les femmes dont les mères ont pris du DES durant leur grossesse ont 50% de chances en moins de connaître à leur tour une grossesse sans problème. Chez elles, les fausses couches durant les 4 premiers mois sont plus nombreuses et le risque d'accouchement prématuré est plus élevé. Les progrès scientifiques réalisés au cours des années 1960 et 1970 ont montré que le DES est génotoxique et cancérigène tant chez les animaux que chez les hommes. Récemment, on a appris que les fils des mères DES pourraient présenter eux aussi de petites anomalies dans le fonctionnement du cerveau qui se manifesteraient essentiellement sous la forme de troubles de la spatialisation. On pourrait se dire, est-ce qu'il y aurait peut-être un potentiel lien entre les particules de graphène, notamment dans les vaccins, et les nanoparticules dans les aliments? À la page 201, je cite, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAQ, 310 000 $. Bayer AG représente 1 milliard 412 millions, non, c'était 1 412 602 $.
On pourrait se dire qu'ils n'étaient pas déjà aussi condamnés à cause de leur rôle au Vietnam. À la page 202, je cite, depuis 2009, la fondation Bill et Melinda Gates a fait des dons pour un montant de 82 677 597 dollars. Monsieur Koo Dong-gyu a été le seul à citer comme partenaire possible de la FAO la fondation américaine Bill et Melinda Gates, fondée par l'ancien PDG de Microsoft très engagé dans le domaine de la recherche agronomique et agricole en Afrique, qui promeut les semences génétiquement modifiées pour accroître les rendements agricoles. On avait aussi appris de même que cette association avait été engagée pour l'OMS, de nouveau. Page 205, je cite, à partir du 15 mai 1911, Rockefeller a 30 jours pour se débarrasser de 33 filiales et à revendre une large part de ses actions. Cela conduit à la formation de 34 sociétés. Et donc, ces sociétés, c'est pas la première, font des crimes, mais se recyclent par la suite. C'est ce qui est arrivé notamment à Bayer et Monsanto, entre autres. Page 208, je cite, Nathan continua de vendre, déprimant le marché en lâchant des dizaines de milliers de livres à chaque signal de vente. Les consolidés s'écroulèrent jusqu'à ce que, une seconde avant qu'il fût trop tard, Nathan racheta soudain un gigantesque paquet pour une bouchée de pain. Voici ce que disait Napoléon de ses banquiers. Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, l'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence, leur unique objectif est le gain. Voilà, ce sont les mêmes gauchistes qui ont corrompu le monde aujourd'hui. Page 211, je cite. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, l'administration Roosevelt se met à s'intéresser de près aux relations entre I.G. Farben et à Jersey Standard. Au fur et à mesure de son investigation, elle découvre les principes d'une collaboration perpétuée, comme si de rien n'était après l'arrivée des nazis au pouvoir. En 1941, le département de la justice américain lance 2 procédures antitrust contre le Jersey Standard. La première met en cause d'une conspiration qui viserait à contrôler le flux des pipelines américains. Et donc, la Jersey Standard, elle a passé des deals avec I.G. Farben, et donc alors qu'elle savait qu'elle collaborait avec les nazis. Et aussi avec les Rockefeller, qui est aussi à la tête de la Standard Oil, et donc aussi de la Jersey Standard. À la page 222, je cite, le procès a accusé Bayer de collaborer avec le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort, pour commettre des atrocités médicales dans un but lucratif. Les mêmes qui ont de nouveau financé l'OMS, quelle ironie. La page 225, je cite, pour revenir à la firme Bayer, elle fut marquée dans les années 80 par l'affaire du sang contaminé. C'est de nouveau Bayer qui est de nouveau dans les mauvais coups pour se faire un maximum d'argent ou de blé. Et puis voilà, nous avons cette histoire avec le Covid-19 et je vous ai mis un lien. Page 227, je cite, en 2002, Bayer acquiert la branche agronomique d'Aventis. Bayer nous fait bouffer de la merde et d'un autre côté, ils nous fourguent leurs médicaments. À la page 237, je cite, dès 1913, la Fondation Rockefeller finance les programmes eugénistes américains, ainsi que la Société eugénique française en 1913. Elle finance également les programmes eugénistes de l'Allemagne nazie en aidant à la création et en finançant la société Kaiser Wilhelm, et ce jusqu'en 1939. Il finance les nazis alors, bon, qui sont juifs, c'est terrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est abominable. Page 238, je cite. La Fondation Rockefeller, dans le domaine de l'agriculture, a son programme de développement agricole mexicain à partir de 1943, donnera naissance au Centre international d'amélioration du maïs et du blé, qui a contribué à ce qui sera appelé la Révolution verte. Bon, bref, c'est l'eugénisme agricole. Page 241 et 242. Je cite, de 2009 à 2015, la Fondation a financé Gavi Alliance à hauteur de 3 552 008 millions de dollars, l'OMS à hauteur de 1 535 000,1 millions de dollars, le programme de vaccination du PATH à hauteur de 333,4 millions de dollars,
Siège de l'UNICEF à hauteur de 277,6 millions de dollars. Fondation des Nations Unies à hauteur de 143 millions de dollars. Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à hauteur de 110,7 millions de dollars. En 2007, la Fondation finance 1,543,757,800 $ pour Gavi Alliance. C'est toujours les mêmes cercles, c'est bizarre, les mêmes milieux. Page 242. De 2009 à 2020. Je cite 152 634 989 $ pour la Rockefeller Philanthropy Advisor Inc. C'est tout un écosystème qui se crée. Page 242. Je cite, à fournir des meilleures semences aux agriculteurs des pays en développement. Tout comme la Fondation Rockefeller, ils font de l'eugénisme. Page 243. De nombreuses ONG ont manifesté à plusieurs occasions leur inquiétude face aux conséquences de cette stratégie sur l'Afrique, liées en particulier à la monoculture de semences améliorées et à l'utilisation de produits chimiques. Bon, c'est terrible, mais malheureusement, c'est le gauchisme et le néocolonialisme. Page 245. Je cite, le journaliste Lionel Astruc a enquêté sur la fondation Bill et Melinda Gates. Officiellement, son objectif est de lutter contre les inégalités, explique Lionel Astruc. En réalité, elle alimente davantage et consolide un écosystème. Qu'est-ce que je raconte? Un système qui produit des inégalités. Le journaliste a enquêté et publie l'art de la fausse générosité. La fondation Bill et Melinda Gates, édition Actes Sud. Bon, c'est terrible à dire, mais c'est un parfait exemple de l'hypocrisie gauchiste. Page 251, je cite, l'aluminium sous forme d'hydroxyde est utilisé comme adjuvant des vaccins. On pourrait se dire, est-ce que ce ne serait pas similaire au graphène? Page 252, je cite, 250 000 GI américains, 6 000 britanniques, 300 canadiens, soit près d'un soldat sur 4 sous commandement américain. Bizarrement, les 700 000 données des registres vaccinaux de cette époque ont disparu des archives du département de la défense américaine. Déjà, à l'époque, il y avait déjà des effets secondaires de vaccins de masse. Page 253, je cite, les adjuvants aluminiques peuvent provoquer de sérieux troubles cognitifs. Et ceci se trouve dans les vaccins. Qu'est-ce que c'est rassurant? Page 258, je cite, en France, les vaccins contre la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B, l'hémophilus influenza, le pneumocoque et la méningocoque sont devenus obligatoires en complément de la diphtérie, du tétanos et de la poliomyélite. Dès le 1er janvier 2018, ce sont donc 11 vaccins que subissent tous les enfants avant 24 mois. On vit dans un monde de fous alors qu'ils savent que c'est mauvais pour eux. Page 263. Je cite, il y a bien eu un vaccin expérimental contre la méningite bactérienne élaboré par le chercheur américain Frederick Taylor Gates, rien à voir avec la famille de Bill Gates, sous le patronage de l'Institut américain Rockefeller de recherche médicale devenu l'université Rockefeller. Donc en gros, c'est gauchistes en fait, sont toujours dans les mauvais coups et c'est toujours en fait les mêmes noms qui reviennent. À la page 277, je cite, le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Et en fait, c'est le code de Nuremberg qui n'a pas du tout été respecté durant la pandémie de Covid-19. Page 278. La Convention d'Oviedo, article 5, je cite, règle générale, une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Les gens n'avaient été ni libres ni éclairés durant la pandémie de Covid-19. À la page 288, je cite, le rapport Flexner eut un autre effet, celui d'accélérer considérablement le flux de fonds philanthropiques vers les écoles de médecine. Le plus grand donateur resta la Fondation Rockefeller. Commentaire. Oh, qu'est-ce que je raconte? Moi, je commence à lire aussi mes notes comme ça rapidement. Donc, en fait, ce sont toujours les mêmes noms, les mêmes mots qui causent toujours les mêmes mots, sans mauvais jeu de mots. À la page 289,
Je cite, ces résidus s'ajoutent aux nombreuses substances non médicamenteuses liées aux activités humaines, également présentes dans l'environnement, telles que les produits phytosanitaires, détergents, hydrocarbures, métaux, etc. Selon les substances médicamenteuses et les différentes catégories d'eau, les concentrations retrouvées varient dans une gamme allant du nanogramme par litre dans les eaux superficielles douces ou marines, les eaux souterraines et les eaux destinées à la consommation humaine, jusqu'au microgramme, voire à plusieurs centaines de microgrammes par litre par les effluents et les eaux résiduaires. Avec des variations spatio-temporelles dépendant des activités humaines, la situation est très inégale selon les pays en fonction de leur développement socio-économique, de l'accès de leur population aux soins et de leur réglementation. C'est très problématique, surtout pour les autochtones européens qui s'étaient fait massivement vacciner, tandis que les extra-européens, c'était très peu. À la page 302, je cite, Darwin ne se préoccupe pas de savoir ce qu'est qu'un être vivant, il ne formule aucune théorie sur ce point. Au contraire, il reprend l'idée que l'être vivant est comme une machine, idée dont Paley se servait pour montrer que seul un suprême ingénieur ou un grand horloger pouvait avoir créé des machines aussi bien agencées et adaptées à leur milieu. Darwin, en expliquant la formation de ces machines, leur adaptation à leurs conditions d'existence, par action de la sélection naturelle en quelque sorte, laïcise l'idée de l'être vivant comme machine, il arrache cette conception à la théologie naturelle et la fait entrer comme dans le giron de la science de son temps. Donc en gros, on pourrait se dire est-ce que vraiment Darwin ferait allusion au transhumanisme et à l'alchimie en comparant l'être humain notamment à une machine? Est-ce qu'on pourrait dire que la franc-maçonnerie l'aurait influencé notamment avec cette histoire de grand horloger, notamment qui est souvent mentionné dans les écrits de Voltaire, qui était franc-maçon, le suprême ingénieur ou le grand architecte? L'idée est la même. Alors ici, à la page 303, je cite, l'anthropologie connut une reconnaissance officielle de le Second Empire, malgré la forte présence parmi ses membres des républicains anticléricaux, et s'intégra rapidement au réseau de la Troisième République. Parmi ses principaux initiateurs, souvent républicains, libres penseurs et francs-maçons, certains menèrent une carrière politique en tant que maire, député ou sénateur. Les républicains trouvèrent dans cette science, qui défendait les théories transformistes et la libre pensée, une alliée dans leur combat contre les catholiques. On pourrait dire, c'est vraiment une bande d'ordures en fait. Aujourd'hui, la science, en fait, elle s'est retournée contre eux en prouvant par exemple des différences biologiques entre les sexes et les populations. Page 303, je cite, l'anthropométrie constituait le fondement de cette nouvelle science initiée par Paul Broca et ses successeurs. Le monde colonial était un terrain privilégié pour mettre en pratique les principes de l'anthropologie. De nombreuses mensurations étaient effectuées par les administrateurs ou des médecins coloniaux sur les populations colonisées. Dans l'entre-deux-guerres, l'étude des groupes sanguins vint compléter les mesures anthropométriques. Les anthropologues véhiculaient une vision du monde hiérarchisé et inégalitaire qui concevait la race blanche comme supérieure aux races jaunes et noires. Même vision, on pourrait se dire en fait que c'est exactement la même vision qu'Adolf Hitler, euh, qui était aussi un gauchiste, franc-maçon gauchiste. Donc c'est le même combat, la liberté, soi-disant l'égalité, la fraternité, c'est du pipeau. Et on se dit aussi que la franc-maçonnerie, le protestantisme et le nazisme sont liés, notamment avec le passage de la page 304, je cite, nous allons voir un extrait de l'ouvrage d'Ernst Haeckel, c'est un prophète du darwinisme dans l'Allemagne de la seconde moitié du 19e siècle, intitulé Die Lebenswunder, les merveilles de la vie, datant de 1900. Le chapitre 5 est consacré à la mort, de la mort des cellules à celle des organismes supérieurs et des individus humains. Haeckel aborde la problématique de la libération du mal avec une paraphrase du Paternoster et une citation providentielle de Luther. Par cette prière, nous demandons que Dieu nous libère de tout le mal de notre corps et de notre âme, et que lorsque notre dernière heure sera venue, il nous accorde la grâce d'une bonne mort. Page 305, je cite, Haeckel s'interroge sur l'euthanasie car un grand nombre de malades n'attendent que la mort pour la fin notamment de leur souffrance. Il poursuit, on peut dès lors se demander si nous ne sommes pas autorisés à répondre à leurs désirs
et à mettre fin aux maux qu'ils endurent par une mort sans douleur, cette question est d'une très grande importance, tant au point de vue philosophique qu'au point de vue de la médecine et du droit. On arrive notamment aussi au passage où il est question du sort des aliénés dont les asiles regorgent, et Haeckel le souligne, ainsi que de l'ensemble des malades inguérissables dont les souffrances pourraient être abrégées. Ce sont de nouveau des protestants qui ont commencé maintenant, même des gens en bonne santé, qui veulent faire, à cause de cette libéralisation de la société, cette histoire d'euthanasie. Page 306, je cite. Le récit de Haeckel est caractérisé par une progression allant de la réhabilitation du suicide, mort volontaire, délivrance, autolyse, à l'euthanasie, libération du mal par consentement et du mal par le consentement, et l'élimination des malades mentaux sur la base d'un critère d'utilité sociale, à savoir le versant de l'utilitarisme qui fait référence à une politique d'État. Alors on pourrait dire voilà que le suicide, qui est proscrit dans le catholicisme et l'euthanasie aussi, comme politique étatique, est le début en gros des emmerdes avec le totalitarisme. Page 306, je cite, la conclusion porte sur l'eugénisme, avec un paragraphe spécial consacré à la sélection spartiate et à ses avantages pour l'amélioration de la race. C'est hypocrite car c'est pour créer un homme nouveau et non pas pour améliorer le sort des gens. À la page 306, je cite, dans cette vision, seule une certaine élite peut se procréer et rester hétérosexuelle. Les inférieurs, eux, doivent être incités à pratiquer l'homosexualité. Et en gros, c'est tellement d'actualité, c'est avec cette histoire d'LGBTisme. À la page 306, je cite, Haeckel, admirateur de Goethe et inventeur du mot écologie, Goethe, qui au passage était franc-maçon, était devenu le maître incontesté d'une nouvelle philosophie, ou plutôt d'une Weltanschauung, d'une conception du monde sous le nom de monisme. Et on pourrait se demander, mais si les gauchistes savaient, et surtout les écolos, qui avaient inventé le terme d'écologisme, ce serait pas un peu compliqué pour eux. Page 307, je cite, dans son histoire naturelle de la création, Haeckel propose déjà un modèle de religion substitutive, une religion naturelle moniste, qui serait la seule vraie religion de l'avenir, par opposition au dualisme religieux, croyance en l'au-delà, en un Dieu personnel et transcendant, en l'immortalité de l'âme. Rousseau aussi parlait de cette religion naturelle. Page 307. Ici, il est fait mention du social-darwinisme et aussi le lien entre le gauchisme et le racisme. À la page 307, je cite, l'homo europeus, grand blond, anglo-saxon ou nordique, protestant, dominateur et créateur. Est-ce que, on pourrait se dire, est-ce que les protestants ne seraient pas finalement les inventeurs du suprémacisme moderne? Attention, je dis bien moderne, parce que lorsqu'on parle du suprémacisme ancien, ce sont les Arabes qui l'ont inventé, avec notamment, je vous renvoie à l'historien qui s'appelait Ibn Khalid, si on le prononce à l'arabe, qui était un historien arabe, notamment du 13-14e siècle, et une, qui avait créé des hiérarchies raciales, notamment avec les Africains. Donc, ce ne sont pas les Blancs qui ont inventé le racisme, ce sont les Arabes. Enfin, le racisme. Le racisme existe depuis la nuit des temps, mais je veux dire, cette histoire de suprémacisme racial, cela vient notamment des Arabes, mais les Anglo-Saxons, dans le monde moderne, ont continué. Quand je dis les Anglo-Saxons, c'est les protestants. Okay. Lorsqu'on voit notamment les Arabes, ce sont les premiers à avoir fait des hiérarchies de race. On voit notamment ce qui est assez étrange avec les protestants, c'est que dans les États confédérés, ils pratiquaient l'esclavage, qu'alors que c'était condamné dans la Bible. À la page 310, lorsque, je cite, la plénitude d'informations souhaitées aura été acquise, et pas avant, ce sera le moment opportun pour proclamer le djihad, ou une guerre sainte contre les coutumes et les préjugés qui portent atteinte aux qualités physiques et morales de notre race. Ben bref, c'est l'islamo-gauchisme dans toute sa splendeur. Page 312, je cite, sa position Charles Davenport vis-à-vis de la stérilisation est néanmoins ambiguë, car conformément à un certain puritanisme, il craint que cela ne conduise à une trop grande promiscuité sexuelle. Quelle hypocrisie, en fait. Pour lui, cela n'est pas la stérilisation qui est le plus grave, mais la promiscuité sexuelle, alors que c'est d'annuler la vie qui est le plus grave. Et puis alors,
À la page 327, je cite: La Cagoule, une organisation fasciste bien réelle, celle-là, aurait même agi dans les années 30 comme le bras armé de la synarchie, tandis que Jean Coutreau aurait été rien moins que le grand maître de l'organisation. Arrivés au pouvoir, les synarques auraient dicté leurs lois au maréchal Pétain avant d'infiltrer la résistance par la suite, et malgré les changements du régime, ils seraient demeurés aux commandes, toujours de manières occultes, agissant notamment via la commission trilatérale et le groupe Bilderberg. On pourrait se demander, est-ce que la synarchie ne serait pas un peu comme la franc-maçonnerie, mais de droite? En la page 328, je cite: En France, même la synarchie tenta sans succès de renverser la Troisième République à l'occasion de 3 tentatives de putsch. En 1928 avec le maréchal Lyautey, en 1934 avec les croix de feu du colonel de la Roque et l'action française de Charles Maurras. En fait, la synarchie, c'est un peu l'inverse de la révolution, puisque c'est la révolution par le haut, la révolution par les élites de droite, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et donc, en gros, ce qui s'est passé le 6 février 1934, c'est que les Croix de Feu avaient fait une marche, si je puis dire, pacifique, contre l'affaire notamment Stavisky, qui était une affaire, et je vous renvoie notamment au livre Le Livre noir des républiques en France, qui a été écrit par Pierre-Philippe Blanchet, dont j'ai fait notamment l'analyse sur ma chaîne YouTube. Et, et donc, en gros, et ce bouquin, il est le bouquin du Livre noir des républiques en France est en 2 parties. Alors, je ne sais plus exactement si c'est la première ou la seconde partie, mais vous allez voir dans les analyses cette histoire de l'affaire Stavisky, ils en parlent. Et donc, par contre, c'est vrai que l'action française était favorable au coup d'État. Par contre, le colonel de la Roque, qui était notamment à la tête des Croix de Feu, était pour la République et a résisté notamment à l'envahisseur nazi. Et il a été envoyé à Dachau avant de revenir affaibli. Et il a notamment reçu la médaille posthume après sa mort du général de Gaulle, notamment de la résistance. Là, de nouveau, je n'ai pas mis le numéro de page, mais voilà. Je cite: J. Brian McCall, cadre supérieur d'une compagnie d'assurance et élu républicain à l'Assemblée législative du Texas, est l'auteur d'une loi interdisant toute discrimination génétique aux assureurs. Il ne cache pas son inquiétude. Grâce au dépistage génétique, les compagnies d'assurance peuvent pratiquement éliminer le moindre doute. Au moment de la souscription de la police, elles peuvent réserver leurs services à des clients génétiquement sains, créant de ce fait un ghetto des exclus de l'assurance parce qu'elles sauront qu'il y a des chances de contracter telle ou telle maladie à tel âge. Les gauchistes, de nouveau, qui, au nom de ce qu'ils appellent le bien, font de la discrimination à l'égard de ceux qui ne veulent pas se conformer à la dictature des assurances maladie. Et puis à la page 333, je cite: Mais à plus long terme, il est probable qu'émergent des technologies prédictives soulevant des questions bien plus difficiles encore. Un employeur pourra-t-il refuser de recruter quelqu'un au motif que celui-ci pourrait un jour faire courir un risque sanitaire aux autres employés, non seulement en raison de ses prédispositions, une comorbidité, un gène spécifique, mais aussi du fait de sa personnalité ou de ses comportements parce qu'il a un cercle social élargi, qu'il fréquente certains lieux, etc. De nouveau ici, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a une référence au film Minority Report où les gens, avant de commettre l'acte, c'est l'IA en fait qui sait le voir d'avance et capable notamment de prédire les comportements des gens. À la page 333, de nouveau, je cite: Au fur et à mesure que les scientifiques acquerront de nouvelles connaissances sur le génome humain, ils réussiront à identifier un nombre croissant de caractères et de dispositions génétiques appartenant exclusivement à tel ou tel groupe ethnique ou racial. Après, les gauchistes, de nouveau, ils nous expliquent qu'il n'y a pas de différence biologique entre les populations. À la page 347, je cite: Erwin Goffman lui crédite le terme d'institution totale concernant les hôpitaux psychiatriques et lieux connexes qui isolent une personne de la vie extérieure. En gros, sommes-nous vus comme des fous par ces gauchistes? Car nous étions dans ce cas de figure, notamment durant les confinements. Page 348, je cite: Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. Pour un motif qui était le Covid, alors que ce n'était pas du tout valable. Parce que le Covid n'était pas du tout létal, n'était quasiment pas létal.
À la page 348, je cite, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Et donc, en gros, voilà, à cette époque-là, il n'y avait aucun recours possible, notamment durant la pandémie de Covid-19. Nous étions piégés, donc, bref, dans une prise d'otage par un État gauchiste criminel. À la page 348, je cite, toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants, et selon les voies légales. S'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond. Sauf évidemment quand cette maladie, comme j'ai pu le dire précédemment, n'est quasiment pas létale, avec l'exemple du Covid-19. Page 350, je cite. Les statistiques officielles ne détaillent pas les raisons des mains levées, mais dans les faits, beaucoup sont motivés par des vices de procédure. C'est malheureusement le seul stratagème qu'ont trouvé les avocats, explique Mylène Escudier. Si une personne est internée, elle est d'office considérée comme malade mentale et alors son raisonnement n'est pas recevable par les juges. Quasi impossible, on pourrait se dire alors que quasi impossible donc d'aller à l'encontre d'un certificat médical, fût-il abusif ou erroné, et de prouver l'absence d'une atteinte mentale. Les statistiques ne fournissent pas davantage d'indications sur la répartition territoriale des mains levées. Certains avocats, comme au barreau de Versailles, sont très bien formés à la défense des patients. Ils connaissent les procédés permettant une main levée systématique. Et donc, en gros, cela veut dire qu'ils ont un pouvoir absolu potentiel, notamment sur les ennemis politiques. À la page 363, je cite, et l'éthique du médecin thérapeute n'est pas transposable au médecin chercheur. On était plus dans le médecin chercheur avec la pandémie de Covid-19 que du médecin thérapeute, notamment durant cette pseudo-pandémie. À la page 363, je cite, un médecin est non coupable puisqu'il est couvert par un expert juridique qui endosse la responsabilité. De même pour un médecin qui n'est que l'instrument d'une volonté étatique. En fait, c'est très facile de démontrer que durant le Covid, ce fut le contraire, car les médecins ont collaboré avec les gouvernants gauchistes tyrans, de même que les pseudo-journalistes qui se prennent encore même aujourd'hui pour d'illustres médecins. À la page 369, je cite, l'expérimentation ne peut se faire qu'après recherche physico-chimique et expérience animale. L'expérimentation s'est faite après la campagne de vaccination du Covid-19, puisqu'on a vu les effets secondaires, même encore aujourd'hui. À la page 373, je cite, je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Ce qui s'est passé durant le Covid-19 avec notamment des médecins qui se faisaient payer très cher leurs consultations, même pour des gens qui ne venaient même pas. Page 373. Je cite, en présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples et devant l'effigie d'Hippocrate, je promets et je te jure au nom de l'être suprême d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. On pourrait se demander si cette histoire de l'être suprême, ce serait pas une référence à la franc-maçonnerie. Parce que là, comme vous pouvez le voir sur l'image, il est noté l'être suprême. Ça, c'est notamment une image qui vient de la Révolution française. Durant cette révolution qu'on pourrait appeler anti-française. Page 401, je cite, en 1947, le Code de Nuremberg impose en 10 points les règles que doivent satisfaire les recherches sur l'être humain pour être considérées comme acceptables, en particulier la règle du consentement libre et éclairé. Donc c'est avec le Covid-19 notamment que les scientifiques ont violé leurs propres règles qu'ils avaient fixées pour que les expériences, comme notamment chez les Japonais, avec l'unité 731, ou avec le médecin SS Karl Glauber, qui avait notamment fait des expériences abominables sur les Juifs. À la page 405, je cite, en 1972, une jeune fille ayant avorté après un viol. C'est la période où le planning familial écarte les médecins réformistes qui dirigent le mouvement et se lancent dans la pratique des avortements clandestins. On peut dire alors que l'avortement est par nature illégal. Page 408, je cite, le corps d'une femme n'appartient qu'à elle seule. La publication est saisie presque à chaque numéro. Les femmes rebelles réclament le droit à la paresse, le droit d'être mère célibataire, le droit de détruire, le droit de créer, le droit d'aimer, le droit de vivre. Bizarrement, c'est le droit à la paresse qui est exactement le même vocabulaire qu'utilisent aujourd'hui Mélenchon et la France insoumise.
À la page 409, je cite, l'eugéniste pense également qu'une femme devrait porter autant d'enfants en bonne santé que possible, ceci étant un devoir envers l'État. Conclusion, on peut se dire en fait que c'est un totalitarisme, car c'est l'État qui est ici divinisé. À la page 415, je cite, elle est cependant toujours très utilisée dans les pays en développement et qui peut entraîner de graves complications, hémorragies, perforations de l'utérus, infections, entraînant parfois la stérilité, voire la mort. Aussi à la page 415, et ça c'est vraiment quelle horreur, je cite, il est alors nécessaire de procéder à la découpe du fœtus et à la réduction de sa tête in utero. Et en fait, en parlant de la méthode d'avortement qui est appelée notamment aussi le curtage, c'est un, c'est un gros argument contre l'avortement parce que c'est abominable. À la page 415, je cite, il est alors nécessaire de procéder à la découpe du fœtus et à la réduction de sa tête in utero. Quelle horreur. Mais en fait, si les gens le savaient, il n'y aurait quasiment plus aucun avortement. À la page 417, je cite, pour des esprits résolument modernes, il serait rentable de remplacer les méthodes archaïques de procréation par le système CVI, congélation, vasectomie, insémination. Il s'agirait de stériliser systématiquement les hommes pubères après avoir recueilli leurs semences et l'avoir conditionné en échantillons conservés dans l'azote liquide. Quand se manifesterait un désir de procréation, on procéderait à l'insémination du partenaire féminin avec le sperme congelé. Avec cette méthode, voilà, l'être humain est retourné à l'état bestial. Bref, il n'y a plus d'amour. Page 427. Page 427. En parlant notamment des couleurs du drapeau LGBTiste, je cite le bleu pour l'art, la magie, et par la suite le violet pour la spiritualité. Cette histoire de spiritualité, de magie, ça me fait penser au New Age, qui est luciférien. À la page 428, bispiritualité. Je cite, bispiritualité, terme générique se référant aux Amérindiens, s'identifiant comme ayant à la fois un esprit masculin et un esprit féminin. Les gauchistes parlent les autres cultures pour justifier notamment leur agenda mortifère et que selon eux, c'est l'appropriation culturelle et donc par nature raciste. Page 451. Je cite, nous pouvons donc comprendre qu'en s'appropriant l'usage des organes d'une femme et le fruit de cet usage, l'enfant, on s'approprie la vie de la personne en elle-même pendant tout le temps de la grossesse. Il n'y a donc rien d'éthique dans cette pratique. Alors que les féministes dénoncent la femme objet, ce qu'ils appellent la femme objet. Page 465, et je cite, en pratique, les chercheurs prennent un embryon animal dans lequel un gène a été modifié afin qu'il ne développe pas un organe en particulier. Ils y injectent ensuite des cellules pluripotentes humaines. Ces cellules indifférenciées ont la particularité de pouvoir se transformer en cellules de n'importe quel organe du corps, cellules de cœur, de foie, de pancréas. Une fois implanté dans l'utérus d'une femme animale, l'embryon homme animal, va pouvoir se développer au chaud. Donc d'un côté, on nous parle d'hybride, du côté pratique, notamment pour la greffe et pour l'accès à plus de cellules souches. Mais jusqu'où ça va aller cette histoire? Page 478, je cite. La privatisation du patrimoine commun de l'humanité commença au XVIe siècle, en Angleterre, sous les Tudors, avec la promulgation des lois sur les enclosures, là où régnaient des relations entre les villageois et leur rapport à la terre. Cette révolution détruisit les liens de réciprocité communautaire. Donc en gros, on pourrait dire que c'est une explication tout à fait valable sur comment notamment le capitalisme s'est développé, le libéralisme, dans le monde protestant, et aussi comment celui-ci euh, a mis fin notamment aux enclosures, et à la fin notamment de la solidarité communautaire paysanne. À la page 479, je cite, Escudero, auteur de la reproduction artificielle de l'humain, ironise sur le capitalisme qui détruit nos facultés naturelles et gratuites pour nous les revendre sous une forme artificielle et payante. Pour lui, on mendie au capitalisme la possibilité de réparer ce qu'il détruit chez nous, ainsi dépossédés de notre capacité à nous reproduire. Nous sommes soumis à une technocratie en blouse blanche, médecins, inséminateurs, biologistes et généticiens. D'un côté, les gauchistes nous mettent dans la merde et pour ensuite nous proposer une solution. Page 485, je cite, c'est une forme de pessimisme libéral, un renoncement à la vie politique, notre société étant incapable de permettre aux hommes et aux femmes de vivre selon leurs différences.
on confie cette tâche au marché et à la technologie. Ben, en fait, dans les démocraties, le marché est tout puissant et dicte la loi, comme dans l'État, notamment dans les régimes totalitaires. Page 492. Je cite, certains estiment que la transcendance s'exprimerait dans le désir. Je désire donc je suis. Ainsi, la technique et la science sont sommées d'exaucer le désir. En fait, c'est le péché du mythe prométhéen. Page 522. Je cite, la préparation la plus prisée semble être l'encapsulation du placenta, soit à l'état frais, soit après différentes procédures, qui se terminent par la déshydratation et la mise en capsule. C'est du cannibalisme, donc c'est luciférien. À la page 524, je cite, chaque jour, plusieurs camions transportent des fœtus provenant de l'opération d'avortement. Quelques-uns de ces fœtus ont presque la grosseur normale, l'opération étant provoquée au cours du 8e mois de la grossesse et respirent encore. Dans les porcheries nationales situées dans la banlieue de Saigon où ils servent de pâture aux cochons. Voilà ce qui s'est passé notamment au Vietnam et ce qui se passe encore aujourd'hui et qui pourrait bientôt se dérouler en Occident si ça ne s'est malheureusement pas déjà déroulé. Page 546, je cite, pour réussir son coup de maître, Miel Rocco s'est appuyé sur un expert en manipulation des consciences, William Sims Benbridge. Ce sociologue des religions sait comment gonfler des foules, les enchanter. Et donc, en gros, les gauchistes, notamment, utilisent les religions quand ça les arrange. Le terme de sociologue, notamment des religions, est quand même aussi assez étrange, car le gauchisme, ben, car, car en fait, la sociologie est gauchiste par nature, et qu'en gros, ça ne fait pas bon ménage, les deux. Page 552, je cite, le neuromarketing ou la neuromercatique est l'application des neurosciences cognitives au marketing et à la communication. Là où hier nous avions des rhéteurs qui par des mots spécifiques, des tournures de phrases ou encore par l'utilisation de représentations imagées tentaient de faire adhérer à une idée, de pousser à la consommation d'un produit, la discipline émergente du neuromarketing a pris place. Et on peut dire que le neuromarketing est le successeur d'Edouard Bernays. Page 552. Je cite, ce qui par le passé pouvait être des autorités diverses finit par se rassembler sous la technologie. Il n'y a plus d'esprit critique, il ne reste que la pensée universelle menant droit vers un emprisonnement technique. Donc en fait, tous les totalitarismes ont comme caractéristique l'emprisonnement technique. Page 565, je cite, il est primordial de se remémorer son passé, anciennement de Homag, O pour Olerith, société allemande des machines Olerith. Elle est rebaptisée IBM en 1924 à l'initiative de James Watson, a joué un rôle crucial dans le recensement des juifs sous le régime nazi. Les gauchistes qui crient toujours au fascisme finalement utilisent des procédés fascistes. À la page 570, je cite, la distinction entre l'eugénisme libéral positif revendiqué par les transhumanistes et l'eugénisme exterminateur étatique nazi des années 1930, que la sélection soit imposée par un État totalitaire ou choisie librement par des individus ne change rien, selon Sandel, au fond du problème, car dans tous les cas de figure, l'être humain, en particulier l'enfant à naître, est réifié, il devient une marchandise, un objet façonné par la volonté des parents. Bref, on pourrait dire que rien n'a changé, qu'avant, par contre, c'était par la force. Page 571. Je cite, paradoxalement, l'explosion de la responsabilité face à notre propre destin, comme à celui de nos enfants, peut diminuer notre sens de la solidarité envers ceux qui sont bien moins lotis que nous. Car plus nous sommes ouverts à l'idée que notre lot dépend d'une chance naturelle, plus nous avons des raisons de nous sentir solidaires du destin des autres. Donc, c'est l'explication notamment de cet individualisme sauvage, qui serait peut-être pas seulement dû au libéralisme, mais aussi dû à l'eugénisme. Et puis alors, à la page 588, je cite, se suicider pour renaître de nouveau de façon immortelle et augmentée. Et cette idée de suicide permettrait aux transhumanistes, qui visent une immortalité biologique, de se débarrasser de leur souci d'une planète, selon eux, surpeuplée. Et en gros, les gauchistes ont cette pulsion suicidaire. Et là, j'ai terminé. Alors, je vous remercie beaucoup pour en fait votre écoute. En fait, ça a été extrêmement long. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bouquin?
Alors moi, à l'époque, j'avais lu le bouquin parce que je l'avais acheté sur Amazon, le bouquin papier. Et à l'époque, j'avais remarqué que il y avait des numéros qui renvoyaient à la fin du bouquin, notamment à la bibliographie. Et je l'avais déjà dit à l'époque, moi je trouverais qu'il serait peut-être plus judicieux de faire des notes de bas de page. Ce serait un peu plus, si je puis dire, universitaire. Ce serait un peu plus professionnel parce que généralement, les bouquins qui sont à l'université sont comme ça. Et donc aussi, et ça je le dirai lorsque je verrai notamment Vérité et Avenir la prochaine fois, il y a encore pas mal de coquilles, de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire. Et donc, moi aussi, évidemment, dans mon PowerPoint, il y a l'une ou l'autre faute d'orthographe, de coquille ou de grammaire. Mais je veux dire que généralement, j'ai essayé d'être le plus carré possible. Parce que ça a pris tellement de temps, cette histoire, parce que c'est un énorme bouquin. Hein. Ce bouquin, il fait quasiment 600 pages. Et donc, c'est pour cela que, en tout cas, son bouquin est très très bien. Je vous conseille notamment d'envoyer, si vous voulez vous procurer le bouquin, soit de l'acheter par Amazon pour l'avoir en format physique, soit pour l'avoir en format PDF, comme j'ai pu le lire notamment avec cette version, notamment en envoyant un lien au mail que je mettrai dans la description de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.